soit un crime. Oui. Mais ce qui est paradoxal dans tout ça, jusqu'ici, personne ne peut vous dire non, voici les erreurs que vous avez commises. La haute autorité de la communication est là. Oui. Jusqu'à présent, elle ne nous a pas dit voici les fautes qui nous amènent à vous suspendre. Et pour lesquelles fois, on vous sanctionne. On vous sanctionne. Et chaque fois d'ailleurs que vous êtes convié ou convoqué au siège de l'institution, toutes les remarques qui sont faites sont tout de suite intégrées. Si des décisions sont prises contre des journalistes, tout de suite, ces décisions sont appliquées à la lettre, sont exécutées à la lettre. Je ne sais pas pourquoi on peut en arriver là. Oui. Après, Gaston, on en est venu à ce retrait sur le bouquet Canal+. D'ailleurs, on était allé jusqu'à intimer aussi, lors de la Star Times, de descendre, n'est-ce pas, les chaînes de télévision. C'est donc une démarche bien claire. On ne veut pas voir les médias qui comptent. Non, c'est une grosse surprise parce qu'à l'avènement du CNRD, ce n'était pas ce qu'on nous avait dit. Mais c'est que, vous savez, il ne faut jamais être stupéfait dans la mesure où nous avons affaire à des militaires. Mais sauf que cette junte est sur un terrain glissant dans la mesure où la liberté de presse, c'est le pilier de la démocratie. Et quand on va jusqu'à couper les signaux, on interdit même à cette entreprise Canal, parce que c'est une entreprise française qui a même adressé un courrier à la haute autorité de la communication pour lui dire attention, ce que nous sommes en train de faire, c'est une injustice. Parce que les autres télés sont sur le bouquet et d'autres ne sont pas. Nous, on ne peut pas comprendre ça. Comme ça, on doit retirer toutes les télés. Canal a été concise. La demande, c'était plutôt d'amener la haute autorité à prendre les mêmes mesures contre d'autres distributeurs qui reprennent les signaux de nos télévisions. Effectivement, l'entreprise a été concise, précise et claire en disant à la haute autorité de la communication qu'elle ne peut pas continuer dans cette injustice. Mais c'est que nous avons affaire à des gens qui nous ont... primo d'abord, ils nous ont fait comprendre qu'ils sont venus pour refonder l'État. Et la refondation de l'État ne peut pas aller sans la liberté de presse. Elle ne peut pas aller sans vraiment les fondamentaux, je veux dire. Et si aujourd'hui, les émissions à grande écoute sont brouillées, pratiquement les gens ne se retrouvent pas. Parce que quand vous brouillez les médias, je ne sais pas qu'est-ce qui reste plus. Comme, rien d'autre ne restera. Dans le pays. Rien d'autre ne restera. Aujourd'hui, la Guinée est bloquée parce que les médias à grande écoute sont brouillés. Mais alors, si vous permettez, c'est d'ailleurs le mépris avec lequel on a retiré certaines chaînes dans le bouquet Canal. Ça a commencé d'abord, si vous permettez, par Dioma. Vous savez, quand vous prenez une décision contre quelqu'un, c'est basique. La moindre des choses, c'est de le lui notifier, n'est-ce pas, Mohamed Mara? C'est ce que la loi dit. Mettre le notifier et de motiver. Le motiver. Non, vous pouvez ne pas motiver, d'accord. Mais au moins vous envoyez. Voilà, vous lui envoyez la copie de la décision. Mais, bon sang de Dieu, la haute autorité de la communication n'a pas été capable de nous informer que c'est elle qui a demandé à Canal de retirer Dioma dans son bouquet. Pas du tout. C'est quand on a exercé une pression et accompagné de la solidarité corporative, c'est ainsi que Canal a sorti le courrier. Imaginez qu'une autorité qui vous régule, qui vous contrôle, qui vous donne qui vous dicte la conduite à tenir, prend une sanction contre vous sans vous informer. Attention, Dioma n'avait pas été sanctionné. Dioma n'a pas été sanctionné au fait. C'était une lettre à l'époque, c'était pas une décision. Au fait, pour Dioma, c'était une lettre. C'est pour les trois autres médias, si vous avez fait attention, qu'on a vu que c'était une décision cette fois-ci qu'ils ont motivé. Mais là également, c'est pas une sanction contre les médias. Oui, c'est pas une sanction. Mais nous avons posé la question, tu étais présent. J'ai posé cette question au président de la HAC, les yeux dans les yeux. Vous parlez de sanctions, mais pour parler de sanctions, c'est qu'il y a commission d'une faute. Si vous permettez, pourquoi si vous permettez, il dit non qu'on n'a commis aucune faute. Si vous permettez, Mara et Condé, on va revenir sur ces détails, les démarches qui ont été faites jusqu'ici. Comme on le dit, le rappel profite aux croyants. On va revenir le 5 septembre 2021. Écoutez, le général, qui était à l'époque encore colonel, bien accueilli par les Guinéens. Vous êtes chez les brouillés.
on reviendra donc d'un moment à l'autre sur, bien entendu, cet élément du 5 septembre 2021 sur le colonel Mamadi Doumbouya, général Mamadi Doumbouya, qui prenait le pouvoir et qui disait ses engagements à l'endroit du peuple de Guinée. Mamadou Wuri, si on permet, on va revenir pour boucler, n'est-ce pas, ce rappel avec cet éditorial que le doyen Dian a concocté pour nous. Il aurait bien aimé être là pour le rendre, mais nous avons décidé de le faire à sa place. Absolument, parce que l'écosystème de la presse, le milieu médiatique traverse une situation sans précédent. C'est une véritable traversée de désert. Eh bien, on a dit à chacun de faire une contribution, de s'exprimer. Donc, le doyen Mamadou Diambaldé, qui est un des vétérans de la presse, un de nos aînés, celui qu'on appelle souvent un doyen, qui a travaillé au journal L'Indépendant par le passé et bien d'autres journaux. Il a été consultant. Il est aussi de certains grands médias à l'étranger. Et donc, a poussé ce coup de gueule. Éditorial, le naufrage d'une junte qui avait tout pour réussir. Après avoir été gravé en lettres d'or dans la date du 5 septembre 2021, a fini au fil par marquer le peuple de Guinée au fer rouge. Ce peuple demeurait longtemps en déshérence comme un troupeau de brebis perdues en quête du bon berger. Pensez en avoir enfin trouvé un en la personne du colonel Mamadi Doumbouya. Accueilli à coups d'encensoir comme l'un des ex-machina, le commandant des forces spéciales, bâti comme un gladiateur romain, s'était aussitôt engagé de remettre sur le métier la réforme des institutions, ce qui devait consister impérativement à purger le marais pour le débarrasser de ses scories. Malheureusement, 2 ans après la prise de pouvoir par le Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD, on en vient à l'amer constat, j'allais dire, selon lequel les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Pire, le peuple est loin d'en avoir fini avec le flot de sang, des larmes et de la sueur de cette gouvernance au coup par coup, comme pour paraphraser Winston Churchill, piégé qu'il est sous les fourches codines d'un régime qui n'en a cure des valeurs républicaines. À preuve de restriction de l'Internet et de brouillage des ondes de la déconnexion des bouquets numériques, de télévision, des médias mainstream depuis maintenant plusieurs mois. Voltaire a dû certainement se retourner dans sa tombe, lui dont le célèbre aphorisme qui dit, je cite, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Est passé donc à la postérité. Cette restriction des libertés d'expression est venue se greffer aux vilanies dont ont été victimes les forces vives de la société civile qui, à force d'être poussées dans leur retranchement, ont fini par ranger les armes, laissant ainsi un boulevard grandement ouvert à une junte accusée de nourrir des visées hégémoniques. En clair, les nouveaux maîtres du pays n'auraient plus l'intention de débarrasser le plancher au terme des 2 ans fixés d'un commun accord avec la CEDEAO. D'où ces velléités de rabattre le caquet à toutes les voix discordantes. La conjoncture leur est favorable, c'est le moins qu'on puisse affirmer face à la volte-face de l'organisation régionale qui vient de lever les sanctions contre les États qui étaient mis au banc pour avoir compromis l'ordre constitutionnel. Une décision accueillie sans doute avec circonspection par des populations désabusées. La réalité ayant contredit le mythe qui était entretenu autour de ces juntes dont l'avènement au pouvoir avait quelque chose de semblable au printemps des peuples, mouvement révolutionnaire qui a secoué l'Europe au XIXe siècle. Avant de finir malheureusement en eau de boudin avec la chape de plomb qui continue de s'abattre sur ces peuples, comme c'est le cas en Guinée où la junte tient les rênes à sa guise, entraînant le reflux de sa popularité auprès d'un peuple qui l'avait pourtant porté à bout de bras. Entre le général Doumbouya et son peuple, c'est désormais « je t'aime, moi non plus ». Et c'est ce désamour qui aurait d'ailleurs poussé le mouvement syndical à ruer dans les brancards en déclenchant une grève générale illimitée à compter de ce lundi. Au nombre des griefs brandis par les syndicalistes figure en bonne place la libération du secrétaire général du SPPG, Sékou Jamal Pendessa, devenu la figure de proue de la lutte contre les atteintes à la liberté d'expression et la levée des restrictions sur la presse et l'Internet, j'en passe, et des meilleurs.
En attendant de savoir vers quel côté penchera la balance dans cette épreuve entre la junte et le mouvement syndical, les Guinéens doivent intégrer surtout cette citation de Che Guevara selon laquelle les libérateurs n'existent pas, le peuple se libère lui-même. Loin de nous, toutefois, d'appeler à une quelconque sédition, mais une chose est sûre, cependant, la grève est un droit, n'en déplaise aux forces centrifuges et autres esprits chagrins. Disons, pour clore ce brûlot, qu'il revient au président de la transition de mettre le couvercle au bon endroit pour sauver les meubles. Ayant pris la mesure de la situation, que même en ayant dissous son gouvernement, dont les membres sont soupçonnés à tort ou à raison de tous les péchés d'Israël, il est loin d'avoir expié ses péchés vis-à-vis de son peuple. Le tour du propriétaire effectué récemment par son cortège dans la commune de Kaloum en dit long sur le moral du populo. Il serait donc judicieux de rompre avec l'atavisme révolutionnaire qui n'a fait que tirer notre pays vers le bas depuis l'aube des indépendances pour rectifier une fois pour toute cette transition qui prend des allures du tristement célèbre Titanic. Mamadou Diambalde. Mamadou Diambalde, merci beaucoup, doyen. Merci également à tous les autres qui nous témoignent comme ils le peuvent leur solidarité en ces moments difficiles. Et notre doyen va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Diallo Suleiman, le gros lynx, je crois, c'est bien cela qu'on aime bien l'appeler, qui sera avec nous pour revenir un peu sur l'histoire de la liberté de la presse dans notre pays, la presse qui a été de tous les combats. Et puis, ne l'oubliez pas, nous aurons également Jean Lagarde, le reporter sans frontières au bout du fil, et puis tout naturellement Alseni Aissata Diallo, maître Alseni Aissata Diallo, un des avocats de Sekou Jamal Pendessa. On était donc en train de parler, Condé Mara, de ces démarches qui ont été entamées depuis en tout cas qu'on a constaté qu'il y a quelqu'un qui était en train de brouiller nos fréquences. Parce que au début, ce n'était pas connu, on ne savait pas qui était en train d'agir. Condé, je commence par Condé avant de venir à Mara. Oui. Oui. C'est la technique. On a notre brouilleur. Non, lui, il est le régulateur. Oui, je suis régulateur. Voilà. Et au sens réel. Voilà. Il est régulateur au sens réel. Effectivement, on en parlait tout à l'heure. Vous savez, quand même le brouillage a commencé, à un moment donné, il y avait une lueur d'espoir qui a commencé à naître pour dire que oui, la situation évolue, bon train, bientôt, ça va finir. Entre-temps, moi j'ai eu à entendre que ceux qui ont brouillé ne savent même plus qu'est-ce qu'il faut pour arrêter le brouillage. Parce qu'à un moment donné, l'ARPT s'était doté d'équipements ultra modernes. Les techniciens qui devraient aller en formation, on n'a pas... Est-ce que le temps qui était imparti pour qu'ils assimilent convenablement la démarche, est-ce qu'il était suffisant? La réponse était non. Donc pratiquement, on m'a laissé entendre que les techniciens ne pouvaient plus arrêter le brouillage. Ce qui peut vraisemblablement prospérer devant moi, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus du brouillage, mais plutôt on fait de l'interférence. Ça fait, nos fréquences sont plutôt utilisées par X, à d'autres fins. Ce qui est vraiment paradoxal. Aujourd'hui... Mais on ne peut pas dire qu'il y a un bandit qui a pris en otage nos fréquences quand même. Oui, mais non, mais c'est quand même... C'est extraordinaire. Nos fréquences sont braquées. Ouais, c'est le mot. Nos fréquences sont braquées. Ce qui est vraiment... Voilà, il y a des braqueurs. C'est même pas que des brouilleurs maintenant. Techniquement, ce ne sont plus des brouilleurs, ce sont des braqueurs. En tout cas, je ne peux pas croire que l'ARPT peut nous faire cela, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, que c'est des fréquences louées. Nous payons les frais de location. C'est comme si vous prenez un appartement, vous payez les frais de location, le concessionnaire veut toujours continuer à utiliser le même appartement, à jouir du même appartement que vous, en l'utilisant à d'autres fins. Parce que quand vous nous écoutez aujourd'hui, que ce soit la fréquence de Dioma, de film, de espace, de évasion, c'est les mêmes chansons qui passent. À telle enseigne que les chansons qui ragaillardisaient des Guinéens, aujourd'hui, quand vous les entendez, vous avez du dégoût. Exactement. Ils sont en train de nous faire dégoûter des chansons qui rassemblent l'ensemble des Guinéens autour d'un idéal. Parce que la chanson de Bembeya sur
l'armée, quand vous l'entendez, vous êtes tout de suite à l'aise. Parce que là, on parle de votre armée, on parle de ceux qui défendent l'intégrité. Aboubacar, tu me permets de t'interrompre à ce niveau. Allez-y. Cette chanson, ce que vous dites est vrai. Durant toute mon enfance, je l'ai aimée. Et lorsqu'ils l'ont mise en boucle, parce qu'il n'y avait que 2 chansons au départ sur nos antennes, quand ils l'ont mise en boucle, pour la première fois, j'ai véritablement prêté attention à chaque mot. Et j'en suis arrivé à détester foncièrement cette chanson. J'ai découvert qu'il y avait un problème de droits humains. C'est peut-être le dans contexte. Cette chanson. Pas que le contexte, mais pour une fois, en fait, j'ai réfléchi carrément à l'histoire qui a entouré cette chanson. C'est quand même une chanson qui nous dit, après l'agression, ceux-là que vous avez attrapés, pendez-les, crucifiez-les. Mais vous imaginez, pas dans un cadre judiciaire. C'est dans un cadre extrajudiciaire. Et aujourd'hui, on dit, on l'applique aux médias. D'abord, 1, ce sont des ennemis. Il y a des gens qui sont désignés comme ennemis. 2, on dit quoi? Allah le bang bang. C'est-à-dire, crucifiez-les. Alors, terminer. Vous imaginez? Non, mais ce qu'il dit n'est pas faux. À partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu les amener à mettre une telle chanson en ce moment? D'abord, eux qui sont venus nous vendre la démocratie, je crois qu'ils voulaient juste mettre l'armée en avant. Il faut crucifier. Oui, mais c'est pas malheureusement ça. Ça n'a pas été bien réfléchi, peut-être. Oui, Condé. Oui, l'armée ne crucifie pas. Oui. L'armée défend. Oui, évidemment. L'armée défend, malheureusement. Donc, vous avez vu, et les chansons du Syli national, tout le monde sait que quand le Syli joue, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Mais aujourd'hui, bon sang de Dieu, on est en train de faire en sorte que certains Guinéens détestent tous les hommages qui sont rendus à travers ces différentes chansons parce qu'on est en train de les utiliser à des fins qui ne sont pas convenables. Donc bref, il faut que les autorités comprennent que les médias ne sont pas l'ennemi d'un régime. Ce n'est pas possible. Autant on pense que une armée d'élite défend bien l'intégrité territoriale, autant on peut estimer aussi qu'une presse responsable aide à moraliser la gouvernance. Parce que une république, un régime sans presse, c'est comme un véhicule sans carburant. Ce n'est pas possible. Il faut que cela soit su et compris par ceux qui nous gouvernent. La preuve, quand il y a prise de pouvoir, l'effectivité d'une prise de pouvoir passe par les médias. Évidemment, évidemment. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui... Et surtout celui du 5 septembre. Exactement. La RTG n'a pas suffi. Non. Au début, ce n'était même pas la RTG. Évidemment. Au début, ce n'était pas la RTG. La RTG est venue après pour juste la confirmation. Donc, je pense que les autorités n'ont qu'à savoir raison garder, qu'on mette les pieds sur terre et qu'ensemble, on construise cette belle nation. Oui, Mara, sur cette démarche, il y a eu donc des rencontres, mais des rencontres, comme Condé le disait tout à l'heure, qui n'ont rien donné aussi bien à la HAC qu'au niveau que chez l'ancien gouvernement, puisque la primature avait accepté de bien recevoir les représentants de ces médias-là. J'ai envie de dire HAC, primature, HAC, religieux et enfin chez le ministre garde des Sceaux. Et à tous ces niveaux, il y a eu des délégations. Il y avait pas mal de démarches derrière le décor que le public ne voyait pas parce qu'on a tout fait pour décrisper cette situation. On n'a pas voulu aller au clash avec les autorités de toutes les manières. On a tout essayé. On a tout essayé, mais vraiment tout. Ils sont allés jusqu'à nous demander pratiquement de prendre des engagements. Les médias, les hommes de médias, notamment les patrons de presse, ont même déposé un mémo technique à la primature où on a fait des propositions concrètes. C'était le cas, par exemple, d'une agence ou en tout cas d'une institution d'autorégulation qui n'existe pas chez nous parce qu'ils se plaignaient du comportement de certains journalistes. Mais aujourd'hui, moi, je vous l'ai dit, moi, je ne vais pas verser dans l'autoflagellation. Il n'en est pas question. Il y a des militaires dans ce pays qui ont tué. On n'a pas pour autant demandé à supprimer l'armée. Pour preuve, il y a le procès des massacres du 28 septembre. Ce sont des militaires qui sont jugés là-bas pour avoir tué ou ordonné que des citoyens soient tués. Il y a des médecins qui avortent des jeunes femmes dans ce pays. Vous avez des médecins qui arrachent des dents et qui meurent dans ce pays. Vous avez des médecins qui ne s'occupent pas des malades convenablement. On n'a pas pour autant fermé les hôpitaux dans le pays. En fait, on se plaint des chansons endiablées des moustiques. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le bazooka, on dit on va
on va fusiller la maison, on va brûler la maison parce qu'il y a un cafard qui est entré dans la maison. Non, vous prenez de l'insecticide pour éliminer le cafard. Vous ne brûlez pas votre maison parce qu'il y a des moustiques dans votre case. Ce n'est pas possible. Mais c'est pourtant ce à quoi le CNRD se livre. On a été à la primature. Le Premier ministre a été assez réceptif quand même à la sollicitation des médias. C'est lui qui a saisi la HAC. C'est lui, il ne faut pas l'oublier, qui a saisi la HAC. En tout cas, c'est ce que la HAC nous a dit, en écrivant également à l'association patronale, à l'Urtelgui, pour leur dire, venez, on va discuter, parce que le PM nous a saisi de ce dossier. Il y a eu des rencontres à ce niveau. Même au niveau, comment on appelle ça, informel, où certains médias se sont déplacés par groupe entier pour rencontrer les autorités de la HAC. Nous avons eu à le faire. On a même été convoqués, parce qu'à un moment donné, une télévision étrangère a repris notre signal. C'était Télésud. Nous, on leur a dit, mais il y a tellement de gens qui reprennent notre signal aux États-Unis quand vous y allez. Vous pouvez écouter aujourd'hui Joma. Vous pouvez écouter Espace, vous pouvez écouter n'importe quel média dans votre voiture. Parce qu'il y a des gens qui reprennent nos signaux, qui les diffusent. Et pendant que nos publicités passent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur propre pub là-bas. Les gens le font, ils ne nous consultent pas. Quand vous allez sur TuneIn, quand vous allez sur Radio Garden, sur Radio Box, sur pas mal de ces diffuseurs-là, vous avez les signaux de nos radios. C'est écouté gratuitement. Nous perdons de l'audience en Guinée avec ça, parce qu'on ne peut pas monétiser quand même cela. On leur a expliqué. Et finalement, ils se sont tournés vers Canal qui leur a dit, ils ne peuvent pas. Nous, on ne peut pas parce que c'est même pas Télésud qui est chez nous. C'est le diffuseur de Télésud qui est chez nous. Donc, comme ça, on est allé dans tous ces sens. Finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Le garde des Sceaux a été mandaté, où il s'est saisi de la question à partir de la présidence de la République. Et donc, là où on était en face de la HAC et de la primature en arrière-plan, finalement, on s'est retrouvé lundi passé devant le garde des Sceaux. Là également, pas de solution. Mais ce qui m'a heurté, et ça je tiens à le dire, il faut comprendre pourquoi les gens n'ont pas voulu écouter les religieux. Il faut le comprendre. Il y a eu des épisodes que le public ne sait pas forcément, ou qu'on a besoin de rappeler. Si les manifestations politiques ont cessé, c'est à la demande des religieux qui s'étaient posés en médiateurs. Ils ont demandé aux partis politiques de stopper d'abord les manifestations et que eux, ils allaient prendre leur bâton de pèlerin pour tenter de rabibocher, notamment les positions. Vous avez vu la suite. Ils ont abandonné les politiques, les manifestations ont cessé. Et les politiques, finalement, la plupart d'entre eux vivent à l'exil. Ceux qui sont là, aujourd'hui, sont quoi? Sont pour la plupart sous un régime restrictif, donc de contrôle judiciaire. Le FNDC a appelé à manifester. Le même scénario s'est posé. Là encore, les religieux sont entrés dans la danse. Ils ont calmé le FNDC, dont tous les responsables, la plupart, vivent aussi en exil. Là encore, ils ont désactivé cette option-là. Finalement, c'était nous les médias. Il faut que le public sache que les médias sont allés solliciter les religieux. Évidemment. Pour tenter de raisonner le CNRD et les membres du gouvernement. Là-dessus, qu'est-ce qu'on a reçu? On a eu droit, pas à un sermon, mais à des coups de sémence. Ils ont maltraité les médias. Les religieux n'ont rien arrangé. Les religieux ont tenu le même discours que le CNRD et le gouvernement. À la limite, c'est si les religieux n'ont pas qualifié les médias de trouble-fête, de troublions dans le pays. C'est à la limite s'ils ne l'ont pas fait. Pendant ce temps, vous avez sous le CNRD une quarantaine de morts sous les manifestations. Les religieux n'ont fait aucune déclaration. Vous avez, depuis les restrictions sur Internet, vous avez des emplois qui ont été perdus massivement. Beaucoup de radios ont fermé, des entreprises qui évoluent en ligne ont dû fermer. Les religieux ne sont pas montés au créneau. Vous avez des arrestations et des jugements, des condamnations arbitraires. On n'a pas entendu nos religieux. Il y a eu ces mots d'ordre de grève. Mais si vous avez fait attention, il y a eu d'abord un préavis de grève qui a duré 10 jours, plus, parce que c'est tombé aussi sur un week-end, donc 12 ou 13 jours. Les religieux ne se sont pas fait voir. Ensuite, nous-mêmes, sous la pression, tout le monde disait aux syndicalistes, il faut aller progressivement, il faut expliquer d'abord aux populations. Parce qu'il ne faut pas aller en grève pour aller en grève. Vous avez vu que souvent les syndiqués ne l'ont même pas compris. Les syndiqués n'ont pas compris parce qu'eux, ils voulaient aller tout de suite à la grève. Vous avez vu la sortie de certains syndicalistes de notre propre corporation qui s'en sont pris au patron de presse parce que ne sachant pas tout ce qui se passait, qu'il y avait des négociations qui avaient pas mal de choses qu'on mettait en branle pour que la situation puisse
changer. Finalement, à quoi on a abouti? Là également, les religieux n'ont rien dit. Il y a eu maintenant l'avis de grève qui a été déposé. Les religieux n'ont rien dit. N'ont toujours rien dit. À quelques heures du déclenchement de la grève, hier je crois ils se sont exprimés vers 20h, c'est-à-dire à 3h ou 4h du déclenchement de la grève, subitement les religieux ont eu une révélation. Beaucoup d'entre eux ont vu des anges en treillis, des anges qui avaient des téléphones pour leur dire nous sommes en danger. Parce qu'en ce moment-là, ces anges au béret rouge et aux lunettes noires étaient en réunion. Et les religieux sont entrés en transe. Ils ont eu les révélations. Ils se sont rappelés qu'il y a des ouailles en Guinée. Ils se sont rappelés que nous sommes très religieux en Guinée et que les syndicats devaient surseoir au mot d'ordre de grève. Mais je veux quand même dire ceci. Les syndicats n'ont pas appelé à manifester. Et ça, je tiens à le dire à l'endroit des jeunes. Il ne faut pas sortir dans les rues. Il ne faut pas casser. Il ne faut pas brûler. Il ne faut pas vous en prendre aux passants ni aux citoyens. Ceux qui veulent aller travailler, c'est leur droit de travailler. Laissez-les, ils sont syndiqués, laissez leurs syndicats s'occuper de ces problèmes. Parce que ce que certains veulent, c'est qu'il y ait des violences pour qu'il y ait un basculement. Il ne faut pas céder du tout à cette tentation. La Guinée, c'est le seul bien que nous avons. Si vous cassez un lampadaire, sachez que ce lampadaire, le prix sortira de la poche de chaque Guinéen. Il ne faut pas casser. Merci Mara, Mamadou Ouri, Gaston Morel. Vous prendrez la parole tout à l'heure derrière ce rappel. Parce que nous tenons quand même à réécouter davantage notre président. Suivez et nous revenons dans un instant. Vous êtes chez Les Brouillés. La motivation de toute l'armée guinéenne, si j'ose dire, est juste de rassembler les gens. Et surtout de rassembler tous les Guinéens. Car sans rassemblement, nous voyons bien sûr que ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de son côté. On diabolise l'autre. Mais si on est rassemblé, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays a tout à gagner dedans. Et je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans le pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Parce que nous avons fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps pour nous de mettre tous nos égos à côté, de penser au pays. Parce que le pays a mal. Et je pense qu'il y a beaucoup de blessures qu'il faut soigner, qu'il faut réconcilier les Guinéens, qu'on puisse commencer à vivre ensemble et que nos enfants puissent se connaître, aller dans les mêmes écoles. Et qu'on puisse, bien sûr, dépersonnaliser la politique parce que la personnalisation de la politique nous a amené dans le chaos. Et donc la motivation vraiment des forces spéciales et de l'armée guinéenne, ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est de faire du sérieux pour qu'on puisse vraiment construire ce pays-là parce qu'il en a tant besoin. On a beaucoup besoin de la reconstruction, de la réconciliation et aussi de la reconstruction du pays. L'objectif, c'est qu'on va rassembler le pays, on va s'asseoir intelligemment, sans se bagarrer, on s'est assez bagarré déjà, se donner la main pour que tous ensemble, on puisse décider. Plus personne ne pourra décider derrière l'autre. Il faut qu'on mette un système dans ce pays-là parce qu'on n'en a pas. C'est que c'est souvent personnel. Et quand c'est personnalisé, ça rend fou. Voilà. Et je pense que en tant que soldat, c'est notre volonté de faire ça parce que le boulot du soldat, c'est au camp. Mais si on décide de venir, parce qu'on sait que le peuple a assez fait et qu'il est temps pour nous d'apporter aussi au peuple de Guinée un coup de main pour qu'il puisse prendre son destin en main. Parce qu'on a beaucoup traîné. Voilà. Ça vient, nous allons nous concerter et on va décider tous ensemble. Ça c'est clair. Pour que tous ensemble on puisse aller de l'avant. Et à vos collègues, nos collègues, on est dans la même situation, nous avons les mêmes pays et nous avons les mêmes réalités et ils sont très braves. Et donc je pense qu'ils comprennent
la motivation, et donc il n'y a pas de problème. L'armée c'est toujours unie. Est-ce qu'ils se sont ralliés? Oui, ça ce n'est pas un problème. C'est que l'armée guinéenne est loyaliste et républicain. Donc à un certain moment, des fois on se prend la tête, mais après on se comprend. Et puis on prend en compte l'avenir du pays. C'est le plus important, le pays. Vu que les institutions ont été dissoutes, je pense qu'on aura le ministère de la Défense qu'on va mettre en place correctement. Et je pense que ce qu'il y a à voir maintenant, ce qui est passé est passé. Voyons devant, tous ensemble. On n'a pas d'adversaire, on n'a que des frères. Tous les Guinéens, qu'on se donne la main. Les anciens surtout, on a besoin d'eux, qu'ils nous montrent la route, c'est-à-dire là où ils ont échoué et ce qui n'a pas marché, pour nous permettre tous de gagner. Parce qu'il n'y a que la Guinée qui gagne. Tout le monde, ils sont tous des Guinéens et on n'exclut personne. Ça c'est clair et net. Mais on va organiser, on va faire du sérieux et on ne va plus se crier dessus. C'est important, c'est comprendre. Pour le respect des droits d'informer et d'être informé, les professionnels des médias disent stop. En synergie, ils dénoncent des dérives de trop. Bienvenue chez les brouillés, les médias qui comptent. Merci, bienvenue, restez fidèles à cette synergie des radios brouillées de la République, Évasion, Dioma, Espace, Film, FM. Merci surtout de suivre nos échanges ici puisque vous en apprendrez beaucoup avec bien entendu nos invités qui commenceront à se succéder tout à l'heure. Un des grands combattants de la liberté de la presse nous a rejoint, doyen Diallo Souleymane. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Patron du Lynx et puis de la Lance, le patron tout court, si vous voulez, de ce qui a été le combat dans les années 90, d'abord pour l'instauration de la démocratie, ensuite un peu plus tard la libéralisation des ondes. Mamadou Ouri Diallo, notre invité déjà installé. Bonjour doyen Souleymane Diallo, merci d'accepter notre invitation. L'âge, la fatigue et tout le reste, vous avez décidé de venir. Merci déjà pour cela, parce qu'on en a besoin. Pour rappel, il a déjà dit, mais la pédagogie est très importante pour que je m'y mette. Vous avez été de ceux depuis les années 90, comme il a dit, qui ont lutté pour qu'il y ait une presse libre qui existe. Il y a eu ces journaux que vous avez créés par la suite, et donc s'en sont suivis les radios et jusqu'à aujourd'hui. Et en 2010, si je ne me trompe, vous avez été aussi de ceux qui au CNT avaient travaillé pour que cette fameuse loi, la L02, voit le jour. Selon ce qu'on m'a rapporté, vous vous êtes battu pour qu'elle existe. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'actualité, comparée au passé, quel est votre état d'âme par rapport à cette traversée du désert, à ce martyre qu'on est en train de faire souffrir à cette corporation qui a été la vôtre et qui l'est encore, puisque vous êtes là, un observateur, vous continuez à nous regarder, nous qui sommes dans la pratique aujourd'hui. Merci, vous permettez, comme vous avez dit que la pédagogie c'est la répétition, qu'il revienne un peu sur l'historique de ce combat mené avant son état d'âme. C'est important. Je vous remercie, je m'excuse de ma voix qui est en train de se perdre. Je vous remercie très bien pour m'avoir invité. Et aujourd'hui, je me sens un peu réconforté par votre présence et la continuité de ce que j'ai pu faire ensemble avec les journalistes. Cette loi, malgré tous les efforts de M. Camara et ses compagnons, comportait deux fois, si vous comptez les chiffres, les mots, deux fois le mot liberté. Oui. Qui revenait dans la loi. Contre 116 ans, si vous mettez ce qui est interdit en droit, mais si vous mettez côte à côte toutes les peines de prison que les journalistes encouraient, il y avait 116 ans de prison. De prison. Mais je sais que c'était une loi très dure, mais les gens sont vraiment battus pour l'avoir. Okay. C'est ce dont nous avons hérité en 2010, au CNT 2010. Nous avons pu faire un pas en avant
on a décriminalisé le délit de presse. Évidemment. Là, c'était un grand pas, une grande bagarre aussi. Au CNT en 2010, sous CNT. la transition du CNRD à l'époque. CNDD. CNDD, pardon. Du CNDD. Version Sekouba Konaté. Voilà. De l'autre côté, il y a... Aujourd'hui, on parle de radios qui sont malmenées, mais c'est toute la Guinée qui a souffert pour obtenir la libéralisation des zones. Pourquoi? La loi 005 de 91 ne prévoyait pas de liberté de zone. Les syndicats, la classe politique, tout le monde s'est battu. Impossible de l'avoir. J'ai été invité, j'ai eu l'honneur d'avoir été invité à Windhoek en 91 pour célébrer le 10e anniversaire de la première conférence de Windhoek. Et là, on m'a interpellé. Qu'est-ce qui arrive chez vous? Tout le monde a libéralisé les zones, sauf vous. On a mis ça, on a mis ce point à l'ordre du jour. Il a été débattu correctement. Mais c'est toute une histoire. La conférence avait été organisée par l'UNESCO. Le patron de l'UNESCO était présent à Windhoek. Il s'est porté garant pour mener la lutte pour libéraliser les zones en Guinée. Il m'a invité à Genève. Je suis allé, après Windhoek, je suis allé à Genève. Je l'ai rencontré. Il m'a dit, écoute, c'est un problème très sérieux, parce qu'on avait fait vraiment des études pour ça. Il a pris la garantie qu'il va avoir toutes les institutions de l'ONU pour couper l'aide à la Guinée. C'est pourquoi je dis que tout le monde a souffert. Pour couper l'aide à la Guinée tant que les zones n'ont pas été libérées. C'est ce qui a été fait. Il y a des ministres ici du général Conté. Donc c'est le résultat d'une pression internationale. Sérieuse. Sérieuse. C'était le 8e ou le 9e FED, parce qu'on nous en parle souvent. C'était un prélude de la mise à disposition de cette enveloppe dont Lansana Conté en avait besoin, qu'on a exigé tant qu'il n'y a pas libéralisation des ondes, cette enveloppe ne serait pas mise à la disposition de la Guinée. Imaginez-vous que ça a duré 14 ans. Ouais. C'est donc beaucoup de FED. Et heureusement qu'on a entendu les plaidoyers du patron de l'UNESCO. Ils ont coupé l'aide à la Guinée. Et le général Conté, que je respecte, parce qu'il aime la liberté de la presse. Il ne comprenait peut-être pas tous les enjeux, mais il faut le respecter. Eh bien, le général Conté a appelé son ministre. Il est là. Il dit qu'il faut libéraliser. Impossible de libéraliser, même s'il le voulait. Parce que du côté de l'OIT à Genève, la Guinée avait baissé les bras. Donc on n'était pas à jour du tout. Le ministre, il me permet de donner son nom, Sultan. Ok, Jean-Claude Sultan. Jean-Claude Sultan. Sultan. Télécommunications donc à l'époque. Ouais. Il a pris une équipe ici. Il l'a envoyé à Genève pendant au moins 4 mois. Je parle sous son contrôle. Pendant au moins 4 mois pour travailler avec l'OIT pour que la Guinée puisse avoir des quotas pour libéraliser les zones. Même si l'Lansana Conté voulait, il ne pouvait pas. On n'avait que deux radios, la voix de la révolution, et on a créé, je ne sais pas, studio. Ok.
C'est les deux radios qui avaient là-bas. Tout le reste, comment on va libéraliser? Il n'y avait pas d'équipement ou des autorisations? Non, on n'avait pas de place. Ah, il n'y avait pas de place à l'OIT, ok. Il n'y en avait pas. C'est l'équipe de Sultan qui allait créer. Il est revenu, compter à libéraliser le monde. Eh bien, c'était une grande bagarre, de grandes et la génération des radios s'est ajoutée donc à celle de la presse écrite, donc des journaux, en fin de compte. Oui, les journaux, on s'est battu comme on pouvait. Des fois en prison, des fois hors de prison. Toujours l'ennemi public numéro 1. Mais c'était pas grave, on a accepté. C'est vrai que vous étiez à l'avant-garde de ce combat. Après tout, en 92, Lynx a vu jour. Le tout premier numéro est sorti en 1992. Le premier numéro de Lynx est sorti le 7 février 1992. Après 6 mois d'études systématiques de l'opinion guinéenne. On nous avait dit que les Guinéens ne lisent pas. Vous avez vu un peuple qui ne lit pas. Je me suis demandé qu'est-ce qu'on leur donnait pour lire. Ouais. Alors, avec la réponse là, on a pu créer le Lynx. Toutes les difficultés du monde. Mais grâce à vous tous, aux avocats, aux lecteurs, à tout le monde, nous avons pu survivre. Alors, oui, Mara. L'actualité. Doyen, justement, lorsque aujourd'hui vous regardez au paysage médiatique guinéen ces dernières années, qui est quand même l'un des plus dynamiques de la sous-région, mais on assiste depuis plusieurs mois à une sorte d'assaut des pouvoirs publics et surtout de la junte au pouvoir contre les différents médias guinéens. Nous nous sommes tournés vers beaucoup de milieux, vers beaucoup d'acteurs pour leur médiation, les religieux notamment. On nous fait comprendre que ce qui nous arrive finalement, c'est bien fait pour nous, parce que c'est la faute des journalistes, parce qu'il y aurait quelques brebis galeuses. Tout à l'heure, je vous ai entendu dire que le général Conté, général aussi de son État, lui aimait la liberté de la presse. Pourtant, il y a eu des emprisonnements sous l'ère Conté. Mais est-ce que vous comprenez, ou de votre point de vue, qu'est-ce qui amène à ce durcissement? Parce qu'on a l'impression qu'on n'avait pas encore atteint ce niveau où on vient fermer quand même, où on vient brouiller les ondes de plusieurs médias à la fois. C'est comme si on fermait à l'époque le Lynx, la Lance, l'Indépendant, l'Observateur, tous à la fois. De votre point de vue, d'où vient la faute? Oui, les journalistes sont toujours fautifs. C'est sûr qu'ils font des fautes, ce sont des humains. Mais ce sont des hommes, ils font des fautes. Mais il y a une façon de les corriger. Ce sont des citoyens ordinaires. Il y a une façon de les corriger. Le brouillage des ondes, ça m'a troublé. Parce que tenez-vous bien, la première loi sur la liberté de la presse, 91, 005 91, 23 291, n'avait pas accepté la censure préalable. C'était un grand acquis. Je parlais de M. Camara tout à l'heure, c'est pour ça que je parle de lui. Il s'est battu pour ne pas qu'il y ait censure préalable. Donc, on est parti de là, on est arrivé à la libéralisation des zones. Et aujourd'hui, on brouille. C'est-à-dire, on est descendu à ça de l'acceptable. Et j'ai envie de dire de l'acceptable, mais aussi même du légal, finalement. Non, puisque jusqu'à présent, la loi 002 ne prévoit pas de telles mesures. La loi 002 ne pouvait pas prévoir de telles mesures parce qu'elle a hérité d'une loi qui était
contre la censure préalable. Donc c'est quelque chose qui nous tombe dessus comme ça. Alors, nous savons que vous avez très peu de temps avec nous dans ce studio, mais avec toute votre expérience, qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à la corporation? Parce que vous avez l'Urtelgui, vous avez le syndicat. Heureusement, on a maintenant un syndicat de la presse qui n'existait pas de votre époque. Et à cette corporation qui est très jeune, pour vous, est-ce qu'il y a des pistes de solutions? Oui, parce que très peu d'entreprises aujourd'hui arrivent maintenant à tenir. Oui. À cette allure, il ne faut pas le cacher à nos concitoyens. À cette allure, dans quelques semaines, ou tout au plus peut-être dans 1 ou 2 mois, la plupart des grands médias vont s'éteindre. Parce qu'économiquement, ce n'est plus tenable. C'est une question de grande incompréhension entre le pouvoir actuel et les médias. Très grande incompréhension. J'ai entendu un ministre dire que l'État n'est pas contre la presse. L'État ne peut pas être contre la presse. La presse, c'est pour que le citoyen soit formé. En aucun cas, les deux là ne peuvent s'opposer. C'est pourquoi relisez les constitutions successives. Oui. Vous arrivez au CNRD, la charte de la transition. Elle reprend cette partie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas avoir des citoyens libres, si vous les appelez des citoyens, et ils sont libres, plus libres que quand ils sont informés. C'est la voie-là qu'on veut couper. Moi, je me demande, ça n'engage que moi, je me demande qui a convaincu les autorités là pour s'engager dans cette voie qui n'aboutira jamais. Évidemment. Elle n'aboutira pas. On va souffrir, cette génération va souffrir, la précédente a souffert. Mais c'est inéluctable, la liberté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a permis, vous, avec toute la corporation, de gagner votre combat? Et peut-être que vous ne voyez pas suffisamment avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous préconisez aujourd'hui? Le stoïcisme, l'endurance, la résilience, c'est ça? C'est le col. Parce que c'est nous qui avons fait. C'est les Guinéens qui l'ont fait. C'est les Guinéens qui, au lieu d'être des vrais conseillers, ils deviennent des confidents du pouvoir. Oui, oui. Et ça, c'est un problème. Le jour où ils joueront leur rôle de conseiller, vous écrivez ce qu'il faut pour la République d'abord, vous soumettez au pouvoir que vous conseillez, on ira beaucoup en avant. Mais si vous êtes confident, vous tirez les patrons de côté, vous leur soufflez des choses, et que c'est ce qui marche, ben non, ça n'ira pas. Okay. J'ai seulement un plaidoyer à l'endroit de la HAC. Ok. Il faut que la HAC nous aide à survivre. Et quand je dis nous, y compris la HAC. Parce que le jour où les médias vont s'éteindre, il n'y a plus de HAC. C'est clair. Il n'y en a plus. Vous êtes HAC aujourd'hui, vous êtes puissant aujourd'hui, parce qu'il y a la presse. Parce que vous avez du travail. Si tous vos travailleurs mettent la clé sous la porte, vous devenez quoi? Vous mettez la clé sous la porte aussi. Évidemment, évidemment. C'est le plaidoyer que je fais à l'endroit de la HAC. C'est nous qui avons rédigé la loi 002 qui est actuellement en vigueur. On n'avait pas prévu tout ça, tout ce que la HAC fait. Or, il faut une loi. Il ne faut pas inventer des choses, il faut appliquer une loi sur nous. Nous pouvons être fautifs.
nous sommes fautifs, nous sommes des humains. Des humains. Et nous faisons des fautes, corrigez-nous. Mais en fonction des lois prévues à la matière. Vous prenez la loi qui a condamné. Prenez la loi qui a condamné Pendessa. Lisez-le. Personne, en tout cas, moi, j'ai rien compris. Je ne sais pas quelle loi le condamne, quel chapitre, quelle charge. C'est le flou total. On a mis tout. En réalité, elle n'est pas prévue pour les syndicalistes, les journalistes et autres lanceurs d'alerte, cette loi-là. Mais doyen, l'autre inquiétude. On va terminer par un message. Il a commencé à l'endroit de la HAC, peut-être à l'endroit des autorités aussi. Il n'est pas... Je souligne d'abord qu'il n'est pas question pour moi de juger un jugement. Évidemment. Le jugement est réglé. Mais je demande que désormais, qu'on applique une loi sur nous. Je ne sais pas trop. Merci. À l'endroit des autorités. Oui. Les autorités sont nos protecteurs. Partout, la Constitution, dans toutes les constitutions, les autorités protègent. Pour la presse écrite. Moi, je vends des journaux. C'est pas sous les bombes. C'est pas sous les bombes, les gaz lacrymogènes que quelqu'un va marcher un journal. Il faut la paix. Donc nous sommes acteurs et demandeurs de paix. Nous ne sommes pas des adversaires. Nous sommes des coopérants sincères avec le pouvoir. Mais nous pouvons faire des fautes. Si je cite quelqu'un, quand Balamine est décédé, un de ses terribles adversaires a dit, si nous l'avions écouté, on n'en serait pas là. Nous ne sommes pas devins, nous sommes les lanceurs d'alerte, comme tu as dit. Eh bien, qu'on nous écoute avec pondération, en partant du fait que nous ne sommes pas des adversaires du pouvoir. Nous ne pouvons pas être des adversaires du pouvoir. Mais nous ne pouvons pas dire que tout ce que le pouvoir fait est bon. Évidemment. Merci beaucoup, doyen, d'être passé ce matin. Nous prenons cela comme une solidarité, témoignée donc à l'endroit de la presse en général. Merci beaucoup d'être venu. Restez à l'écoute des brouillés. Les fréquences des médias sont brouillées, les télévisions restreintes. De nous être restés fidèles jusqu'ici, juste dans un instant, nous aurons Jeanne Lagarde au téléphone et elle est de Reporters sans frontières. Gaston, on a écouté le doyen Diallo Suleiman. Oui, on l'a écouté avec attention. C'est que à l'époque, la presse se battait et finalement le combat était gagné. Mais le problème, cette nouvelle génération, nous avons fort à faire dans la mesure où ces gens-là nous ont amadou. C'est ça la vérité, Jacques. Parce que quand ils sont venus, je parle du CNRD, quand ils sont venus, ils nous ont fait croire que ils sont amis à la presse, en nous dotant d'une maison de la presse, en disant des choses à la presse, mais finalement on s'est rendu compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est dangereux, Et quand nous avons écouté doyen, sinon à leur temps c'était aussi des militaires. Lansana Conté est venu aux affaires en 1984 et il a même dit que Lansana Conté aimait la presse, il a même voulu faire de ces journalistes des véritables amis. Mais ce que je ne comprends pas, quand le CNRD est arrivé aux affaires, c'est que on ne peut pas comprendre. Ça, c'est de l'audace, ça, Jacques. Comment vous pouvez cadenasser les médias, je vais dire comme ça, vous brouillez tout, vous pensez que c'est ce qui peut vous arranger. Qui a conseillé Ils ne se contentent pas de brouiller. Les médias brouillés qui continuent de mettre via Internet, maintenant ils mettent la pression
sur les fournisseurs Internet. Joma a connu cela. Aller jusqu'à appeler des fournisseurs Internet pour dire couper Internet. Véhicule pick-up militaire devant la maison de la presse pour arrêter les journalistes. Nulle part dans le monde, moi je n'ai vu ça. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Et je ne sais pas, ces conseillers qui sont avec Mamadi, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Quand vous prenez Kerno, le fondateur du journal Le Défi, le conseiller personnel, c'est un grand journaliste et il est le conseiller personnel du président de la transition. Et ça, quelqu'un qui a été même le trésorier de l'AGP à l'époque, quand on était là. Et il se montrait comme grand journaliste. Mais une fois dans la sauce, on se dit que vraiment, je ne comprends pas. Non, franchement, c'est ça la vérité. Oui, Gaston. Oui, Aboubakar Condé. Oui, moi je retiens deux choses fondamentalement dans l'intervention du doyen Souleymane Diallo. La première, c'est quand il dit que la voie sur laquelle les autorités se trouvent comme ça ne pourra jamais prospérer. Oui. Il faut que cela soit clair. Ça, il faut en être convaincu. Il faut en être convaincu. Ce n'est pas possible. Ce qu'ils font là, ça ne marchera pas. Certes, tout le monde va en souffrir, comme les gens sont en train de souffrir, parce que même dans leur rang, ils sont nombreux qui ne partagent pas la démarche, parce qu'elle n'est pas bonne. Il faut qu'on ose dire les choses telles. Ce qui se passe là, que ça soit maintenant ou plus tard, ça prendra fin. On ne pourra jamais tromper le peuple pendant tout le temps. On peut le faire pendant un temps, une partie du peuple pendant tout le temps, mais tout le monde pendant tout le temps, ce n'est pas possible. Donc ça, le doyen l'a bien dit. Le deuxième élément corrobore un peu avec ce que Gaston vient de dire. Il faut que des conseillers cessent d'être des confidents. Parce que votre confident vous dit des choses que vous voulez entendre. Votre conseiller vous évite des ennuis. Je parie que ceux qui font croire au président de la transition que le cheminement par la démarche qui est en train d'être entreprise là peut prospérer, peut l'amener à être davantage grand, sont en train de le tromper. On a vu Alpha Condé ici, il y avait des ministres, il y avait des conseillers qui osaient lui dire les choses telles que ça doit être. En tout cas, quand il a appelé à l'époque Martine Condé, qui était le président de la HAC, pour la fermeture de Ganga, Martine d'abord s'était opposée. Elle a dit non, que ce n'est pas possible qu'un chef de l'État ordonne la fermeture d'un média. Et je me rappelle quand Camara a été arrêté, ou disons plutôt quand il est parti se mettre en prison à la place de ses employés, quand moi j'ai appelé Martine dit, vous me voyez ordonner des choses comme ça? Exactement. C'était ça sa réponse. Voilà. Donc il y avait des... Pourtant Martine, il faut rappeler que même le cas d'Espace, Espace devait être sur le bouquet Canal Plus. Et à la dernière minute, on a reçu un courrier pour dire que c'était les autorités de Conakry qui ordonnaient que ça ne soit pas fait. Moi, après, je l'ai rencontré parce que nous, on lui en a voulu ici, mais moi, je suis allé jusqu'à son domicile. Elle m'a regardé droit dans les yeux et dit, mon fils, ça, c'est pas moi. Poser la question aux bonnes personnes, je te donne les numéros des gens de Canal Plus là-bas à Paris, appelle-les et te diront que ce n'est pas moi. Et bien voilà. Donc ça, c'était quand même, il faut reconnaître qu'elle a eu ce courage. Et maintenant, quand on me dit aujourd'hui que les commissaires actuels de la HAC, le président de l'institution, eux-mêmes ne maîtrisent pas toute la situation, toute l'envergure, non, moi je ne peux pas être d'accord qu'on continue à les dédouaner. Le problème, c'est qu'ils continuent à prendre des mesures. À prendre des mesures. Et contre la corporation. Maintenant, demain qu'on dise non, on agissait, parce qu'on a vu les magistrats ici au lendemain du 5 septembre faire des déclarations de mea culpa, ça ne peut pas passer. On ne peut pas me convaincre aujourd'hui que toutes ces mesures qui sont prises, que eux-mêmes, ces conseillers, ils ne sont pas partie prenante. Si on n'est pas d'accord, il y a la manière de le faire. On a vu des gens qui l'ont fait sous Alpha Condé, sous Lansana Conté, pourquoi pas, sous Mamadi Doumbouya, lui dire non, attention, ça, c'est pas faisable. Et même quand vous le faites, vous allez reculer. Et à ce niveau, vous avez affaire à des gens qui disent nous ne reculerons devant rien. Même devant votre enfant, devant votre famille, vous arrive parfois de reculer. Nous n'avons pas la maîtrise de nos médias. Et tout ce qui adviendra, certainement, ceux-là qui commandent les choses là-bas seront responsables. Il faut le dire, parce que ces musiques-là qui passent, ce n'est pas la régie des différents médias qui mettent... qui est en train de les jouer. C'est différents médias qui mettent... C'est pas notre playlist. Qui mettent ces musiques-là. Et le doyen l'a dit, même l'article 8 de la charte
est clair là-dessus. C'est vrai, ce n'est pas une charte à laquelle tout le monde a été associé pour son élaboration. Ça nous a été annoncé comme ça et tout le monde a pris tel. Mais même quand vous regardez, vous vous rendrez compte que ce que les autorités font actuellement, ça ne peut pas prospérer. L'article dit ceci, les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et les formes prévues par la loi. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violations des droits humains. On ne peut pas dire mieux que ça. Oui. La charte, c'est le CNRD, c'est le président de la transition. Ça fait aujourd'hui, on est à même de dire que même ce que eux ont écrit de manière unilatérale, ça, ils ne peuvent pas le respecter. C'est ça le grand paradoxe. Oui. Amadou Ouri, sur le passage du doyen. Oui. Oui, je suis parfaitement d'accord avec le doyen et Condé l'a si brillamment relayé. Ceux qui murmurent aux oreilles du chef, du président, ne lui rendent pas du tout service. C'est à cette conclusion qu'il faut arriver. Puisqu'il a commencé à dissoudre justement des entités qui n'ont pas performé, qui n'ont pas respecté ces engagements que tu venais d'annoncer tout à l'heure, dans le feu de l'action, sans censure, sans discours écrit, ces engagements qu'il prenait devant le peuple, il s'est rendu compte qu'ils ne l'ont pas suivi, il les a dissous. Je pense qu'il faut continuer à dissoudre, une façon d'emprunter le concept, et dissoudre peut-être des conseillers qui ne le conseillent pas bien. Parce que ce sont les premiers ennemis de l'homme. Après le gouvernement Goumou, il faut peut-être voir le deuxième gouvernement. Absolument, parce que c'est une sorte de gouvernement parallèle. Quand il murmure aux oreilles d'un chef, c'est les bonnes paroles qui doivent sortir. C'est des conseils remplis de sagesse qu'on doit prodiguer à un chef. Mais quand le conseiller, c'est celui qui envoie le chef au brûlot, qui l'envoie à l'affrontement tout le temps, je pense qu'ils ne jouent pas leur rôle. Cela est possible, cela est possible si le conseil n'est pas un businessman. Oui, évidemment, voilà pourquoi je dis qu'ils ne font pas leur boulot. Mais j'ai bien aimé la pédagogie qui a consisté à rappeler historiquement les abus, les différents abus que nous avons commencé à vivre. Oui. On nous a mis à disposition, parce que ce n'est pas un don, une villa qui devait servir de maison de presse. On a nommé des messieurs de la corporation et on pensait que on s'était offert la corporation elle-même, donc elle va représenter une sorte de caisse à résonance. Après, ils se sont rendus compte que non, quand il y a des dérives, même venant d'eux, on les dénonce, on les met à nu. Les gens ont une mauvaise compréhension de la presse. Et donc, ils pensent sinon, ils font exprès. Voilà, si vous déjeunez avec un journaliste, que c'est fini. Même quand vous déconnez, il ne peut pas le dire. Il ne doit pas le dire. Voilà ce qui est arrivé. Et ce qu'on dit de la corporation aujourd'hui, c'est que les journalistes font exister des gens qu'on a fini de tuer, pas physiquement, mais je veux dire, point de vue existence politique et tout le reste. Des gens qui ne sont plus sur le territoire guinéen, un Cellou Diallo qu'on a réussi à faire partir, un Sidia Touré qu'on a réussi à faire partir du pays, j'ai envie de parler du FNDC, Sékou Koundouno, qu'on a réussi à faire partir du pays et tout le reste. Et que nous, on se contente, on se plaît à les faire exister parce que dans nos studios, on les appelle, dans les studios, on parle d'eux et on parle même de ceux qu'on a mis en prison. Parce que quand ils entendent qu'on parle d'eux depuis la prison, les anciens caciques, ça leur remonte le moral comme quoi on n'est pas indifférent des injustices qu'ils vivent et tout le reste. Donc on fait vivre des gens qu'eux ils ont fait taire complètement. C'est ce qui s'est dit et c'est ce qu'on murmure aux oreilles de Mamadi. Ceux-là, vous avez réussi un combat de faire taire tel, de les tuer politiquement et tout le reste, eux, ils les font exister. Donc, eux, il faut aussi les détruire. Et je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a un ministre dissous maintenant. Un ancien. Voilà, dissous maintenant, qui s'est juré de nous détruire. Oui. Ça, ils ont fait ce serment entre eux. Certains, je ne dirais pas tous, mais de nous détruire. Et effectivement, c'est ce plan machiavélique qui a été mis en jeu. Mais comme le doyen l'a dit, on ne peut pas continuellement mettre sous cloche des libertés. C'est un combat perdu d'avance. Qui sont universelles, qui dépassent notre superficie. Je ne veux pas que je me trompe sur le chiffre. Donc, on ne peut pas continuellement le faire. Il faut justement revenir à la sagesse. 245 857 km². Ça nous dépasse. Ce qu'il dit, c'est tellement évident. Moi, j'ai échangé avec un ministre qui ne s'est pas gêné de me dire qu'aujourd'hui, si tout le monde doute du travail fait par la CRIEF, que c'est nous
que parce que tout le temps nous parlons du cas des anciens dignitaires, nous disons que ce ne sont plus des repris criminels économiques, mais on a fait en sorte que dans la tête de l'opinion, que non, c'est des règlements de compte. C'est nous qui avons dit que la CRIEF est corrompue. C'est nous qui avons dit que les magistrats vont prendre de l'argent dans les salons. De l'ancien ministre de la Justice. Exactement. J'ai dit, monsieur le ministre, j'ai dit, l'évidence est que tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, plus de 2 ans, vous n'avez pas été capable de les juger. Non, de montrer qu'ils sont coupables. Oui. J'ai dit, pour la plupart, ils ont 1, 2, 3 ou 4 décisions de liberté qui n'ont jamais été appliquées parce que de l'autre côté, c'est vous-même, parce que la loi de la CRIEF, il faut rappeler que ce n'est pas une loi qui est passée à l'Assemblée nationale. C'est une fabrication du CNRD. Donc c'est une loi taillée sur mesure. C'est une ordonnance. Voilà. C'est une ordonnance taillée sur mesure. Donc c'est vraiment ce que vous dites, c'est évident. Normalement, on ne crée pas une cour. En tout cas, qu'on a créé. Non, on ne crée pas une juridiction comme ça par ordonnance. Par ordonnance, oui. Donc je vais terminer pour dire que nous ne faisons exister personne. Notre sacerdoce, notre métier, c'est de donner la parole. En fait, en plus du travail traditionnel qui est d'aller à la recherche de l'information, la traiter, la diffuser, nous donnons la parole à ceux qui doivent la prendre. Les politiques, les acteurs de la société civile, des citoyens. Lambda, comme un micro-trottoir que nous allons écouter tout à l'heure, nous donnons la parole. Ce qui fait que même des dignitaires du temps d'Alpha Condé, qui pour certains, je veux dire, ont sévi contre la presse, mais quand leurs droits ont été violés par le CNRD, nous leur avons donné, ont eu droit soit directement la parole, soit indirectement la parole à travers leurs avocats. Eux, aujourd'hui, les actuels... Non, le camarade Abouakar Souma. Voilà. Quand Alpha Condé a demandé à la presse de ne pas lui donner la parole. Mais est-ce que la presse n'a pas été respectée? C'est ça en fait. Eux qui sont d'ici aujourd'hui, il y a certains qui sont en train de vivre des brimades. Ben, ce jour viendra certainement où certains voudront en parler. Malgré... On va leur donner la parole. Voilà, je veux dire, malgré en tout cas, on ne peut pas compter sur la RTG. Malgré parce que le décret est passé à 15h. À 20h, beaucoup de ces anciens ministres avaient des activités... Leurs images ont été censurées. Même les spots. Coupé. Les spots qui étaient habillés avec quelques figures de ces ministres, on a dit... Exactement. Biffé. On me racontait tout à l'heure, il y a un promoteur qui est venu en courant chez nous ici pour chercher dans son spot, partout où il y avait les noms des anciens ministres là, pour ne pas que ça il y a un spot dont je me souviens, j'ai éclaté de rire la dernière fois. J'ai vu que le nom du président est maintenu. C'était dit avant le Premier ministre, M. Bernard Goumou. Monsieur Bernard Goumou. On a enlevé. Tout ça, ça a sauté. Et vous verrez, fidèle à ce sacerdoce, à ce travail-là, même monsieur Internet n'est pas un droit, prendra un jour peut-être la parole dans la presse. Évidemment. Et je termine en disant ceci. Et en fait, l'histoire doit nous enseigner. Le doyen était là pour cela, pour nous en tout cas. Et pour Mamadi, parce que dans son extrait tout à l'heure, il disait que nous devons écouter les anciens. Mais depuis le 5 septembre, est-ce qu'on a continué à écouter des anciens? Je pense qu'on doit écouter quelqu'un comme lui et bien d'autres qui sont témoins de l'histoire. C'est-à-dire que quand on n'a pas tiré les leçons de l'histoire, je veux dire que l'histoire se répétera toujours. Évidemment. Pour ceux qui n'ont pas tiré les leçons. Si on n'a pas tiré les leçons de 2007, de 2009, et bien d'autres époques sombres qu'on a connues. De 2021. 2012 d'abord, ensuite 2021. L'histoire peut malheureusement, la face triste de l'histoire peut malheureusement se répéter. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Vous permettez, on va donner la parole aux auditeurs, à nos auditeurs, nos téléspectateurs, en tout cas ceux qui continuent de nous réclamer. Juste derrière, on reviendra avec Maître Alseni Aïssata Diallo, un des avocats de Sekou Jamal Pendessa, et ensuite vos commentaires. Bienvenue chez les brouillés, les garants de la liberté et de la démocratie. En Guinée, les fréquences des médias sont brouillées, les télévisions restreintes illégalement. Le journalisme est en danger. Pour le respect des droits d'informer et d'être informé, les professionnels des médias disent stop. En synergie, ils dénoncent des dérives de trop. Bienvenue chez les brouillés, les médias qui comptent. Ça, c'est pas bon, c'est antidémocratique. Donc nous, personnellement, ne sommes pas vraiment contents pour ça. On doit libérer la presse, on doit laisser la presse travailler, et la presse est là pour tout le monde. Et puis il est là pour le gouvernement, il est là pour le peuple.
Donc c'est grâce à la presse aujourd'hui et la population est ouverte à beaucoup de choses. Donc soit la presse est fermée et nous aussi la population sera fermée. C'est ce que les réalités que la presse voit au pays et c'est ce qu'ils dénoncent. Et si ça c'est pas à l'avantage du gouvernement, et c'est par rapport à ça qu'ils ont fait. Ce qui arrive à la presse aujourd'hui, c'est une manière d'enterrer la démocratie et instaurer la dictature, puisque la dictature n'aime pas la liberté d'expression. La dictature ne sont pas vraiment contents pour ça. On doit livrer la presse, on doit laisser la presse travailler, et la presse est là pour tout le monde. Et puis il est là pour le gouvernement, il est là pour le peuple. Donc c'est grâce à la presse aujourd'hui et la population est ouverte à beaucoup de choses. Donc soit la presse est fermée et nous aussi la population sera fermée. C'est ce que les réalités que la presse voit au pays et c'est ce qu'ils dénoncent. Et si ça c'est pas à l'avantage du gouvernement, et c'est par rapport à ça qu'ils ont fait. Ce qui arrive à la presse aujourd'hui, c'est une manière d'enterrer la démocratie et instaurer la dictature, puisque la dictature n'aime pas la liberté d'expression. La dictature n'aime pas l'information à la population à temps. Donc quand on veut instaurer la dictature, il faut empêcher la presse de fonctionner comme il faut, supprimer les emplois, et mettre tout le monde dans la souffrance. C'est une façon de reculer le pays et c'est une humiliation pour la démocratie et pour notre pays. Je pense que c'est grave, c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est inconcevable. Aujourd'hui, nous avons mené un combat depuis 1993, la libération de la presse, depuis au temps des généraux Lansana Conté. Nous estimons réellement qu'il y a un groupe qui est venu, qui veut fermer la presse. Je pense que tout le peuple de Guinée, tous les combattants de la liberté doivent se mobiliser pour freiner ces gens-là. Parce que ce qui est en train d'arriver à la presse aujourd'hui, ça va arriver à tout le peuple de Guinée. Il faut que le Guinéen se mobilise, il faut que le Guinéen se lève réellement pour combattre cela. Non, c'est une manière réellement de masquer le gabegie financier qu'ils sont en train de faire, le détournement dans le pays. Il ne veut pas que la presse en empare. Parce que c'est la presse qui informe le peuple de Guinée. Mais il faut fermer ces presses-là pour ne pas que le peuple de Guinée soit informé. C'est ça le... Quelque chose à comme condamner la dunia kono. Parce que comme nous makila jamana kono ni ko nyonyi kela vraiment kakan ki gisu kasi. Mais côté presse kelen la Guinée dit ni peuple le kan. Kama soro mouma la presse est là pour que anye bodi bureau. Donc elle te fait ngregira kala na comme ngé tamna na jamana kono pour que anye ke o kalama. Ni télévision coupée, la radio coupée, internet coupé, c'est que le peuple brato di biro quoi. Au corolé, fama mini an kuna memba di ali aldoke. Aldo mana o kama alka la ille di la gina kama. Donc ndé kuma me yim fe ka folinge, ali e freke, ali al miri ali alo kwali modo le noro. Ali alo fana kalba menya ya ka kodo dina noro. Mon men na tol noro iba ko men ka dunia kono. Mais akoni la presse abra trobi, la presse fana matro de peuple le troni. Parce que ambra to di biro quoi. Donc ali yoro ma fana jotal fait quoi. Seria fana foi taybolo nal di seme kala la gina kala. Parce que alman na julus ranya quoi. Aya miri analuma le 5 septembre quand même fait peuple et aya miri o made aya miri ka fokolo lo fana ka watoli. Aya lo fana ko dadi siabul baru labi ko longere ke bere fana ni na menale tekeleni. Ayo long ke tejena ke kofe ne la lilimen di la dumuya ma aya hakili soro. Ay hakili sura ay tol bom wala kara ay jiteren kanala jamana dinyo kuma kuyani ba munta na mu radio di to ngumne mundo mun so so gura me ba munta mu karanga mun nanan na mema dan ko ga mun na mema fefe da ngama kona akari kuyi afanyira mun nanan na mema mun na rame pe ga sali ko na radio e mabala ali mana mu fan wonga fala won ma yare ra tebe nyandi e ga di la gine population ma aga di ana ga tin journaliste ga gerera men genu journaliste gere mu fan wotage ntam fe na ga ngono ko abidi mbeto allo journaliste ga ya ba ko le ga ya tina ba na ga sa geli ki penda sa na ga fe nton toro to ba mini le gine gere non sori aton na mini fe he amini ga fin kari mai sese mai akui kan sen na mini ga ga internet beng anu na internet na le gine ka bonye sama pe ga na munako radio ne mabalanga pe araba madi pe won fo misera me malagine ku sona ke wa me lagine ka fini bobira ba radio mu ne internet mu ali me pe yi bare ga fini de bobira mu ngera manaki
pas de recyclage. Donc finalement, il a voulu être esclave de cet engagement qu'il a pris devant les gens, puisqu'il a fait l'objet de grandes ovations. Conséquence, aujourd'hui, à la place de la refondation, de la rectification institutionnelle, nous sommes en train de vivre la décapitation de nos institutions. Quand il dit également que nous avons besoin de la diaspora, ce qui est tout à fait normal. La diaspora dans un pays contribue beaucoup au développement du pays. Mais c'est vrai, la diaspora a été suffisamment utilisée dans les différentes nominations, mais aujourd'hui, la plupart des directeurs généraux, des directeurs nationaux, des secrétaires généraux, des secrétaires nationaux, c'est des binationaux. Mais la dernière mesure prise contre ceux-là, mais ça les expose. Aujourd'hui, personne d'entre eux ne peut voyager. Est-ce que cela peut contribuer à davantage rapprocher les uns des autres? Comme il l'a dit, qu'il faut qu'on arrête de diaboliser l'autre. Mais les actions qui sont prises tendent à diaboliser une partie des gouvernants, une partie de la classe politique, une partie des différentes corporations. Une partie de la presse. De la presse. Oui. Donc aujourd'hui, une partie de la presse est diabolisée, une partie même du système actuel est diabolisée, parce que quand vous prenez une décision pour dire, bon, tous les directeurs généraux, tous les directeurs nationaux, tous les maires sont interdits de voyager, leurs documents de voyage saisis, vous les diabolisez, vous les stigmatisez. Pourtant, pour que cela soit, il y a tout un mécanisme. Il y a des corps de contrôle qui doivent être mis en branle, qui doivent mener des enquêtes pour montrer que, effectivement, M. Jacques, M. Condé ne peuvent pas voyager. Mais si ça doit être fait parce que quelqu'un veut décider de le faire, ça devient compliqué. Oui. Et très compliqué. Très compliqué. Ouais. Nous avons au bout du fil Maître Alseni Aïssata Diallo. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des avocats de Sékou Jamal Pendessa. Mohamed Mara, Maître Diallo au téléphone. Alors, Maître, votre client, notre camarade Sékou Jamal Pendessa, a écopé il y a quelques jours d'une condamnation dont la moitié a une peine d'emprisonnement ferme. Et tout de suite, on a entendu l'un des conseils déclarer que vous alliez interjeter appel. Parce que, de son point de vue, c'est un jugement inique. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous expliquer techniquement, parce qu'on avait appris cela, pourquoi il y a eu une requalification des faits et en vertu de quoi Sékou Jamal Pendessa a-t-il été réellement condamné? Bon, écoutez, vous savez, à travers cette décision et les faits qui ont amené le tribunal à le condamner, prouve que nous tombons plus bas que nous l'avons été par le passé. Nous tombons encore plus bas. Nous avons effectivement raté les données universelles, la communication, les masses des médias qui constituent aujourd'hui un quatrième pouvoir. On l'a assassiné à travers cette décision. On l'a enterré ce pouvoir à travers cette décision qui n'est qu'une honte. Il faut le dire. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons relevé appel. Aussitôt après la fin de la décision, nous avons relevé appel. Nous allons continuer à nous battre pour que la juridiction de censure, qui est la cour d'appel, puisse restituer, rétablir notre client dans ses droits. En fait, le fait à lui reprocher n'était pas du tout établi à l'issue des débats contradictoires passés à la barre, pas du tout établi, pas du tout. Moi, je pense que c'est une décision vraiment unique. Alors, vous dites que vous avez relevé appel au même moment, puisque ce ne sont pas les mêmes démarches, mais le syndicat, lui, demande tout simplement sa mise en liberté. Disons donc, de quel côté vous penchez? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites on va à la cour d'appel, on continue à se battre, ou alors si les syndicalistes peuvent gagner leur combat, que Sékou Jamal sorte de prison, vous vous contenterez aussi de cette issue? Bon, ce sont des combats qui visent le même objectif. Le premier qui réussit serait salutaire. Nous combattons par la voie judiciaire pour qu'il soit rétabli dans ses droits et soit libéré. Et quant aux autres là, en fait, c'est leur droit aussi de passer par ce chemin. Ils peuvent exiger tout de suite, parce qu'il n'en est pour absolument rien, ils peuvent exiger à ce qu'ils soient libérés. S'ils aboutissent, ils auront raison, ils auront emprunté
est le chemin le plus court, le plus salutaire, l'idéal. Ok, merci maître. Oui, Gaston, peut-être pour une dernière question. Qu'est-ce que vous préconisez désormais pour que notre camarade puisse recouvrir sa liberté? Pardon, allô, pardon? Il demandait ce que vous préconisez pour justement au-delà d'avoir relevé l'appel. Qu'est-ce que vous envisagez pour qu'il puisse vraiment recouvrir le plus vite que possible sa liberté? Nous allons faire en sorte qu'il y ait la diligence pour que le dossier soit rapidement ficelé, inventorié et déposé à la cour d'appel et confié à un substitut procureur rapporteur qui fera le nécessaire pour que l'audience se tienne le plus vite que possible. Nous allons œuvrer dans ce sens-là pour que dans un bref délai, que cette décision soit infirmée purement et simplement et qu'un arrêt de la cour d'appel puisse le libérer. Nous allons faire accélérer les choses dans ce sens, accomplir les diligences nécessaires de tous les côtés pour que l'audience se tienne dans un bref délai. Merci beaucoup, maître, de vous être prêté à nos questions. Merci. Alors, Sekou Jamal Pendessa Ouri qui reste donc en détention. On a vu sa condamnation qui interpelle tout le monde parce que on avait d'abord vu la communication du procureur, ensuite la réqualification des charges. Et à l'arrivée, on a eu comme l'impression que finalement, les faits qu'on a dit avoir réqualifiés ont été maintenus par le juge qui l'a condamné. Oui, il y a une sorte d'incompréhension, c'est une sorte, de mon point de vue, un fourre-tout. On n'arrive pas à comprendre du tout. Si déjà les avocats n'y comprennent rien, dites-moi si les citoyens simples peuvent comprendre quelque chose. Mais en parlant de Pendessa, je voudrais dire que le jeudi, moi je suis allé à la maison centrale pour lui rendre visite. J'ai trouvé un journaliste doublé de sa casquette de syndicaliste très engagé, qui a toujours le moral positif, pas du tout ébranlé. Et donc, nous avons échangé. Il garde la conviction qu'il se battait pour la cause de ceux qui sont syndiqués et donc à leur structure, au-delà de tous les hommes de presse, parce que quand on est venu détruire des emplois qu'on n'a pas créés, Mohamed Mara le disait tantôt, et Condé, parce qu'en fait, une gouvernance, c'est quoi? C'est de sauver ce que vous avez trouvé à défaut de créer de nouvelles valeurs ou de la plus-value, en fait. Donc, s'il y a 100 personnes qui travaillaient déjà avant vous, des hommes et femmes, pour certains qui ont planifié leur mariage, parce qu'ils ont un salaire stable, d'autres qui s'étaient déjà mariés, qui ont des programmes, vous venez, vous détruisez tout ça, vous les mettez au chômage. Les entreprises qui existent, leur avenir devient incertain. Mara l'a dit tout à l'heure, parce que vous allez démanteler leur business. Il s'est levé pour ça, il est convaincu de continuer le boulot. Et on pensait que le vendredi à l'audience, il serait libéré tout simplement, parce que j'ai écouté le procureur en substance qui disait qu'il ne devait même pas aller en prison. Mais comme il a opté pour le silence, ils ont été obligés de l'envoyer en attendant. Et je me dis, puisqu'il a opté alors pour prendre la parole, lui et son avocat, pourquoi ne continuer à le garder en prison? Voilà l'incompréhension. Alors, nous avons il y a ce message d'un de nos doyens, l'ancien directeur général de la RTG, ancien directeur général également de l'AGP, Agence Guinéenne de Presse, Alpha Cabinet Doumbouya, qui nous dit ceci. Il dit, dans son extrait que vous avez diffusé tout à l'heure, Général Doumbouya lui-même dit que le pouvoir était devenu fou. Il dit, mais il faut justement lui rappeler qu'un pouvoir devient fou lorsqu'il se fait sourd. C'est quand le pouvoir se fait sourd qu'il devient fou. Et ça corrobore un peu avec ce que le doyen Souleymane Aboubacar, on reste avec vous. On a au bout du fil Jeanne Lagarde, responsable régional de plaidoyer Afrique subsaharienne pour Reporters sans frontières. Madame, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, oui, bien, ça va chez nous, oui. Bonjour madame. Alors, la presse guinéenne dans sa totalité traverse des moments très difficiles. Quelques médias privés sont embrouillés, d'autres retirés dans certains bouquets de distribution. Comment vous expliquez tout cela? Je vous reçois très très mal.
pense que ça coupe un peu. J'entends pas très bien. Alors, il reprend la question. Bon, alors, madame, je parlais de la situation de la presse guinéenne aujourd'hui, des médias, des radios brouillées, certaines télés retirées de certains distributeurs. Quel regard portez-vous sur cette situation? Est-ce que pensez-vous que les médias n'ont qu'à continuer à croiser les bras ou continuer à se battre jusqu'à ce que leur situation soit régularisée? Alors, oui, effectivement, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qu'on observe une attaque clairement contre les médias en Guinée. Là, depuis peu, donc on a eu le secrétaire général du ACPG qui a été condamné à 6 mois de prison, les radios qui sont toujours brouillées à l'heure actuelle, encore certains sites, dont un en particulier, site d'information qui est suspendu, bloqué sans justification en Guinée. Donc oui, on peut dire, en tout cas selon nous, que c'est une sorte d'acharnement contre la presse, que des mesures arbitraires sont prises à l'encontre des médias et qu'effectivement il faut continuer des efforts collectifs et des luttes collectives jusqu'à ce que les autorités cessent tout simplement ces violations à la liberté de la presse. Il y a un des doyens de la presse qui nous disait tout à l'heure que la démarche entreprise par les autorités elle est contre-productive, elle ne prospérera pas, quel que soit le temps que ça prendra. C'est vrai, ça va quand même provoquer de la souffrance. Est-ce que vous partagez son point de vue? Alors, désolée, j'entends pas très bien. J'ai juste entendu que la démarche des autorités était contre-productive. C'était ça la question? Oui, c'est bien cela. C'est un doyen qui le laissait entendre. Ouais. Que ça sera contre-productif de toutes les façons, ces restrictions pour les autorités. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? En tout cas, la démarche de la presse, c'est contre-productif. Wow. C'est exactement ça. J'ai beaucoup de mal à entendre. Oui, la liaison se dégrade, c'est ça? Oui, évidemment. Oui, vous êtes là. Est-ce que vous pouvez faire un petit mouvement autour de vous? Peut-être que ça va s'arranger. Vous êtes là, Jeanne? Oui. Ok. Alors, la question, c'était bien de savoir, est-ce que finalement, du côté des Reporters sans frontières, vous avez le sentiment que ce qui est en cours pourra aboutir, si vous voulez, ou pas, à éteindre carrément les médias dans notre pays? Je pense que pour l'instant, on a heureusement peu d'informations à part... Wow. Ok. Merci beaucoup. On a des difficultés et puis malheureusement on arrive au terme de cette première édition d'information. Des commentaires sur la liberté de la presse avant de se quitter. On va faire le tour. Mohamed Mara. Avec les constats et puis la suite à donner à tout ça. Oui, il faudra rappeler, Ouri reviendra sur les détails tout à l'heure, qu'il y a une autre édition spéciale qui est prévue pour la fin de l'après-midi. Ça sera en direct des studios de Djoma, il vous donnera les détails tout à l'heure. Mais ce que nous voulons dire à nos concitoyens, nous appelons au calme. Encore une fois, pas de violence. Il ne faut pas du tout casser, ne vous attaquez pas à d'autres concitoyens. Restez simplement chez vous si vous êtes gréviste et vaquez à vos occupations dans le bon voisinage. Aux autorités, j'aimerais leur dire que cette situation, elle n'arrangera personne au bout du bout. Elle n'arrangera personne. Une journée de grève, l'État va avoir moins de recettes, déjà qu'il y a des difficultés de trésorerie, et au moment même où le gouvernement cherche à amener des investisseurs dans le pays, aujourd'hui, cette grève générale illimitée renvoie une très mauvaise image à la communauté internationale et à la communauté des bailleurs de fonds, mais aussi des investisseurs. Donc, ce n'est pas bien. À la HAC, j'ai envie de dire, réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous, bon sang, parce que cette transition, je l'ai dit, c'est une grossesse dont le terme
est déjà arrivé. Dont le terme est déjà arrivé. On a beau vouloir repousser le moment de l'accouchement, ça va venir. Mais cet accouchement aura lieu par voie basse, elle aura lieu par césarienne ou même au forceps, mais elle aura lieu quand même. Oui, bien. Aboubakar Condé. Oui, moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est au général Mamadi Doumbouya. Tout au début, on recevait des acteurs politiques qui se prononçaient sur la gestion de la transition. Beaucoup disaient que le seul comptable, in fine, à l'époque, puisqu'il était colonel, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui est aujourd'hui général. Oui. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui, Moussa Dadis Camara est en train d'être jugé. Il faut qu'il sache que c'est lui qui a pris le pouvoir, c'est lui qui... On parlera que l'armée a pris sa responsabilité. Oui, l'armée, même au sein de la grande miette aujourd'hui, on sait ce qui se dit, ce qui se murmure. Le plus important, c'est lui. Il faut qu'il sache que ce qui est en train d'être fait, c'est pas bien, ni pour son image, ni pour sa notoriété, et même pour lui après. Parce que quoi que il a été au pouvoir, il ne le sera pas, il sera ancien, soit chef de la junte ou président de la transition pendant plus longtemps que président de la transition ou chef de la junte. Il faut qu'il comprenne cela, que tous ceux qui le disent, vous pouvez maîtriser la presse et continuer, sont en train de le tromper, qu'il essaie vraiment de revoir la situation pour que, comme lui-même il l'a dit tout à l'heure, pas de diabolisation, pas de rejet. La Guinée c'est pour tout le monde, on va la construire ensemble. Gaston? Ouais. C'est que le CNRD s'est trompé de combat. C'est un combat qui ne va jamais aboutir. Je sais quelque chose quand même parce que cette liberté de presse elle est mondiale. Et personne, je dis bien, Jacques, personne ne pourrait combattre cette liberté. Et nous avons connu des régimes militaires dans ce pays qui ont laissé des journalistes faire leur boulot. Ce n'est pas le CNRD qui va empêcher les journalistes de travailler. Oui. C'est un combat perdu déjà. Oui, c'est un combat perdu déjà. Amadouri. Ce que je voudrais juste dire en résumé, je l'avais dit, je le répète, parce que j'y tiens, l'histoire se répète toujours pour celui ou celles ou ceux qui n'ont pas su tirer les leçons du passé. Il faut vraiment tenir compte de ça. Et bien, la mauvaise face de cette histoire, si elle se répétait, eh bien, ce serait encore regrettable. Or, on a voulu aller de l'avant, pas aller à reculons. Je pense que chacun doit tirer les leçons. Maintenant, pour la suite, pour la suite de la journée, juste dire qu'on a prévu aux deux pôles de cette journée, et ce matin, dans ce studio d'Espace, cette édition spéciale, donc en synergie avec les médias touchés directement par le processus d'extinction et de démantèlement qui est en cours, Adafo Média, le groupe Fréquence Média, le groupe Évasion et le groupe Joma. Donc le soir, c'est un autre direct à partir de 17h30, à partir donc du plateau de Joma TV, où on a donc aménagé une émission grand public qui était exclusivement dédiée pour d'abord faire l'état des lieux de la journée d'aujourd'hui, le mot d'ordre de grève, l'observance de la situation et tout ce qui se serait passé durant cette journée, et puis donner la presse, la parole aux syndicats, soit au téléphone ou en présentiel, parce que certains sont menacés, semble-t-il. Donc on va leur donner la parole pour ceux qui voudront la prendre, pour parler de leur... comment on va dire... de la grève et de la suite à donner à la grève. Et puis, certains responsables d'associations de presse viendront sur le plateau aussi pour parler des coûts qu'ont subi les différents médias, directement ou indirectement, de ce que nous sommes en train de vivre depuis plusieurs mois. Et puis, entre les deux, c'est possible qu'il y ait aussi une synergie dans les émissions en langue, à partir du studio de Joma, et là aussi pour évoquer la même situation. Et ce que nous voulons à terme, dans cette posture que nous avons commencé aujourd'hui, tant que nous ne sommes pas sortis de ce tunnel sombre et noir pour la presse, on va donc rééditer le même format, s'il faut chaque lundi d'entrée de semaine, jusqu'à ce qu'on termine avec la situation. Merci beaucoup Mamadouri Diallo, qui assure d'ailleurs la coordination éditoriale de ces éditions spéciales. Merci Gaston Morel, merci Aboubakar Condé, merci Mohamed Mara. Le soir donc vous retrouverez autour d'Aboubakar Condé, Diba Minimouno, Diaraï Girassi, Elma Kamara, et puis bien entendu le public, les syndicalistes qui vont se relayer. Merci également à nos patrons qui souffrent énormément
moment de cette situation assez difficile. Nos pensées donc à Boubacar Diallo, Khalil Oularé, Lamine Guirassi et puis Kouyaté qui représente donc Moussa Traoré. Merci à Mohamed Diaby qui a conduit l'émission de ce matin, Alassane Diallo, Mafata Sano, Aboubakar Foté Souma du côté de la télévision, Ibrahima Sori Bangoura qui nous aide beaucoup plus sur le net puisque c'est par là que vous nous recevez beaucoup plus. Merci d'avoir été des nôtres. Les brouillés sont encore là. En Guinée, les fréquences des médias sont brouillées.